Bon, ben, on va commencer. Salut, je m'appelle Olivier, je suis étudiant au doctorat au Norlab. Puis aujourd'hui, on va vous parler de caméra et vision numérique grâce à la présentation qui a été faite par moi, mais aussi par Dominique, Simon-Pierre et Jean-Michel. Donc, les dernières présentations, on a vu que les systèmes robotiques, ben, c'est un environnement, comme on voit ici, puis on a un robot qui est dans cet environnement-là. Puis on va avoir des capteurs qui vont prendre des données sur l'environnement. Ces données-là vont être envoyées à des algorithmes et traitées par un ordinateur. Puis, ce qui va être sorti des algorithmes, donc on pourrait penser à des commandes de vélocité ou autres, vont être envoyées aux actuateurs du robot. Puis ça va faire un événement dans l'environnement, par exemple, le robot qui se déplace. Mais aujourd'hui, on va se concentrer juste sur la partie capteur, donc finalement, prendre des données de notre environnement, puis être capable de ressortir des informations pertinentes selon la tâche qu'on veut faire, puis une petite partie sur les algorithmes reliés aux données du capteur en question qu'on va regarder. Comme on avait vu dans les problèmes de robotique mobile, on a comme trois grandes sphères. Donc, on a le contrôle, qui est finalement comment est-ce qu'on conduit un véhicule dans certaines situations, certains terrains, ou etc. On a la planification. Donc, si on veut se rendre d'un point A à un point B, comment on fait ça? C'est quoi le chemin le plus efficace? Est-ce qu'il y a des obstacles, pas d'obstacles? Puis, aujourd'hui, on va parler plus de la perception. Donc, comme je disais, on va aller chercher des données de notre environnement. Puis, à partir de ces données-là, qu'est-ce qu'on peut voir, comment on peut s'influencer, comment ça va influencer notre contrôle, notre planification, c'est quoi les décisions qu'on va prendre. Puis, ce qu'on va surtout voir ici, c'est qu'on va faire de la localisation majoritairement avec la perception. Puis, on va aussi faire des détections. On peut penser à des objets, obstacles, etc. La dernière fois, on avait vu aussi qu'on a différents types de capteurs qui existent. Donc, on a les extéroceptifs qui interagissent avec l'environnement, donc qui envoient c'est ça, qui prennent de l'information de l'environnement. Puis on a les proprioceptifs qui, eux, n'ont pas besoin de l'environnement pour prendre des données. Puis nous, on va se concentrer sur les passifs aujourd'hui, donc qu'on ne va pas envoyer d'énergie dans l'environnement. On fait juste prendre l'énergie qui provient de l'environnement. Puis on va aller directement sur les caméras. On ne fera pas de GPS aujourd'hui. Donc on va voir les caméras, surtout, vous allez sûrement en voir dans le vol, puis qu'on utilise au Norlab aussi. On a beaucoup des caméras dans ce style-là, industriel, qui sont vraiment malléables. Tu as beaucoup de paramètres, tu as des drivers online, tu as beaucoup de choses pour travailler avec eux. Alors, c'est bien pour, selon le cas que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux faire avec. Puis, il y a différents types de caméras qui existent. On ne les verra pas toutes, mais ici, il y a des caméras 360 comme ça ici qui sont déjà toutes intégrées. Alors, tu te retrouves avec 5 caméras placées sous un pentagone, plus une caméra au centre, dans les airs, je veux dire. Puis, tu peux rattacher toutes ces images-là pour te faire une grosse image 360 de ton environnement. Puis, on va aussi voir aussi qu'est-ce qui se passe quand on jumelle plus qu'une caméra ensemble. Donc, ici, par exemple, une espèce de caméra stéréo fait maison. Donc, ça va nous donner plus d'informations, puis surtout de l'information sur le 3D. Donc, on va voir quelques cas en robotique de qu'est-ce qu'on peut faire avec des caméras. Donc, en haut à gauche, on voit de la téléopération. C'est pour le concours Full Robot, l'espèce de DARPA canadien qu'on a participé à l'été passé. Donc, ici, on voit une caméra. En haut à gauche, il y a de la détection avec un réseau de neurones pour détecter certains objets. Mais on sert aussi beaucoup de la caméra en ce moment pour la téléopération, donc conduire le robot à distance sans savoir où est-ce qu'il est dans la pièce. Puis on voit ici, par exemple, le dumbbell qui est détecté, qui était notre objectif, donc d'aller chercher un dumbbell, le prendre, puis repartir avec. Alors, c'est un des cas qu'on peut utiliser. À droite, maintenant, on voit le fameux autopilot de Tesla, donc ce qui est capable de détecter en roulant. Donc, aussi les Tesla qui fonctionnent seulement avec des caméras pour la détection, puis la conduite autonome. Puis là, on voit, par exemple, quand il croise un véhicule, il est capable de l'afficher sur sa carte, de le modeler, de juste dire, ah, ben, j'ai un véhicule qui passe à ma gauche et des lignes qui sont chaque bord de moi. Puis, à partir de ça, il prend des informations pour la conduite autonome. Ensuite, en bas à gauche, on voit un cas où est-ce qu'on fait de la cartographie avec une caméra. Donc, ici, c'est DSO, qui est un pipeline de visual odometry qui est vraiment populaire. Donc, ici, on voit en haut à gauche, encore une fois, à chaque fois qu'on prend une image, des espèces de repères visuels qu'on détecte. Donc, souvent, c'est des coins, ça peut être des rebords aussi. On sait ce qu'il y a souvent un très grand gradient dans l'image. Puis, on est capable, à partir de ça, de savoir de combien on se déplace puis de recréer des cartes. Mais on va rentrer dans le détail de ça un petit peu plus tard dans la présentation. Puis maintenant, en bas à droite, c'est les travaux de Jean-Michel. Donc ici, où est-ce qu'on utilise une caméra pour détecter des billots de bois au sol. Puis à partir des billots détectés, on va avoir un jumeau numérique où est-ce qu'on peut cliquer sur la bûche qu'on veut ramasser. Puis on voit ce qui se passe pour de vrai avec la vraie grosse machine qui va chercher le bio puis qui vient le déposer après ça dans sa remorque. Donc, c'est tous des use cases populaires de la caméra en robotique. Alors, les avantages d'une caméra, bien,
on a vraiment une très grosse résolution d'image. Alors ça, c'est sûrement un des plus gros points comparativement, on pourrait penser à un LiDAR ou autre. Souvent, les images, c'est des mégapixels, c'est des dizaines de mégapixels. Alors, ça montre qu'on a vraiment beaucoup d'informations et qu'il n'y aura pas de trou dans votre image. Aussi, on a la richesse d'informations. C'est ce qu'on a voulu montrer avec l'image ici qui a été pris sur un concours de photographie de iPhone. Mais à quel point, avec une caméra quand même cheap, on est capable d'aller chercher tellement de détails si on regarde les roches, le ciel, etc., qui sont vraiment loin. Ça, c'est l'autre chose. À quel point on est capable de tout aller chercher cette information-là dans l'environnement. Puis, c'est ça qu'on va dire par richesse d'information. Puis, on pourrait penser aussi au côté sémantique de la richesse d'information. Donc, dire comme d'être capable, à partir d'une image, on est vraiment capable de voir la route, les roches, ici le barrage. On est capable de vraiment évaluer c'est quoi des choses comparativement à un point cloud où c'est dur de voir, tu sais, ça c'est une table, mais tu as juste 3 points dessus. Alors, finalement, tu ne sais même pas si c'est une table. C'est un des gros côtés de la caméra. On a aussi son prix et sa popularité, donc c'est pas très cher une caméra, puis c'est connu, c'est utilisé depuis vraiment longtemps, puis c'est déjà partout, même dans nos vies, puis sur nous avec nos téléphones, etc. Les caméras, c'est instinctif pour la société. Puis, c'est ça, très grande fréquence de mesure. Donc, on peut se rendre, d'habitude, c'est du 30 frames secondes, mais on peut facilement aller à du 60 puis même du 120 pour certains types de caméras. Donc, ça, c'est les avantages, mais il y a aussi des désavantages des caméras. Donc, quand on dit très grande résolution, bien, on pense aussi à grande bande passante grande bande passante parce que là, tu as toute cette information-là, toute ce data-là qui doit être transféré dans ton ordi et enregistré. Donc, tu dois gérer le networking, qui est quand même une tâche vraiment pas négligée. Puis la mémoire aussi, parce que si tu sauvegardes ces informations-là, bien, il faut que tu aies assez de place dans ton ordinateur quand tu fais tes expériences pour ne pas overload pendant ton expérience. Aussi, il y a une sensibilité à l'illumination puis aux précipitations. On le voit ici, c'est un dataset fait à Toronto d'un véhicule qui se promène dans une banlieue de Toronto, si je ne me trompe pas. Puis là, dès qu'il pleut, on voit ici, par exemple, la lentille de la caméra, bien, tu as des grosses gouttelettes qui sont au plein milieu de l'image, donc c'est sûr que ça t'empêche de bien voir. Puis on va voir ici à 2 ou 3 reprises, quand on va tourner des coins, on voit l'illumination qui augmente vraiment rapidement. Donc, c'est ça qu'on dit, vu que c'est un capteur passif, bien, il prend l'énergie de l'environnement. Donc, s'il y a beaucoup de lumière, s'il y a des changements drastiques, bien, il n'y a pas le temps de s'adapter. Puis ça fait que, par exemple, on ne voyait pas la route pendant un bon 2 secondes ici, là. C'est des choses à penser quand on utilise les caméras. Aussi, on n'a pas d'information 3D. Comme on disait, alors, tu prends des points 3D, tu projectes en 2D, mais tu ne peux pas faire l'information inverse parce que tu as perdu de l'information. Donc, on n'a pas d'information 3D si on utilise seulement une seule caméra. Puis, on a le motion blur. Donc, ça, c'est le phénomène de quand tu prends une photo, ben, tu exposes ton capteur. Mais si tu bouges pendant que tu fais ça, tu vas avoir tes objets qui vont être déplacés sur tes pixels. Donc, souvent, ce que ça fait, c'est que si tu as un arbre, par exemple, ben, ton arbre va être étiré sur l'image au complet, vu que tu bougeais pendant. Donc, c'est un problème qui est quand même assez fréquent avec les caméras, surtout en vision pour l'automatisation mobile. Mais c'est ça, on va voir, il y a des trucs aussi pour essayer d'éviter ça qu'on va voir un peu plus loin. Donc maintenant, on peut passer un peu au fonctionnement d'une caméra. Donc, vous avez sûrement toutes déjà vu cette image du modèle Stenopé. Donc, assez classique, là, quand tu as un objet dans l'environnement, tu as des rayons qui sont émis par l'objet ou réfléchis surtout par l'objet. Puis, avec un modèle Stenopé, on peut dire que tous les rayons passent par un très petit point, puis ça vient se reprojeter sur le plan image à l'envers avec la distance de la focale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, je pense que ça n'emmène pas grand-chose, mais si on voit ici un peu plus dans un système robotisé ce qui se passe, on a un système coordonné monde qui est assez classique. Alors là, tu as des points 3D qui sont dans ce système de coordonnées-là. Puis, tu as une caméra qui a son propre système de coordonnées qui est placé dans l'environnement monde. Puis, ce qu'on va vouloir évaluer, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre des points 3D ici, puis les projeter dans le repère caméra sur un plan image. Puis ça va surtout dépendre de la focale qui est ici. Ça va dépendre de la position de la caméra par rapport au monde. Puis ça va dépendre aussi, le plan image a son propre référentiel aussi. Donc le U0, V0, c'est l'origine du référentiel du plan image. Donc, c'est tous des paramètres qu'on va devoir évaluer pour utiliser une caméra, puis faire en sorte que les algorithmes de vision fonctionnent bien. Donc, comme je disais, la première étape, c'est on a des points repères dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait si on veut les avoir dans le plan image de la caméra? Donc, la première chose, c'est qu'on va faire une transformation du monde vers la caméra. Donc, on sait les points sont où dans le monde. Maintenant, on veut savoir sont où par rapport à la caméra dans le monde. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, on va se retrouver dedans le repère caméra. On va vouloir avoir un moyen de passer d'une image de points 3D qui sont dans le repère caméra à des points 2D. Alors, il va falloir les projeter, perdre l'information en Z pour juste avoir le XY de la caméra.
Ensuite, comme je disais, il y avait les paramètres de la caméra qui sont importants pour les algorithmes de vision, donc la focale, le repère du plan image. Puis aussi, on a les paramètres de distorsion. Alors ça, c'est toute une étape qu'il va falloir calibrer, qu'on va arriver aussi, qui va être détaillée dans la présentation. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ces paramètres-là, puis à quelle fréquence même il faut les recalculer parce que oui, ça change quand on se promène, etc. Et finalement, on se retrouve avec un point repère dans le monde caméra. Comme on avait parlé aussi dans la présentation à Jean-Michel, on parlait des TF aussi qui étaient définis dans ROS. Bien, ça, c'est exactement la transformation monde vers caméra. Une fois que vous l'avez faite, puis que votre caméra est fixe par rapport, est fixe dans votre robot, bien, ça va être calculé directement dans ROS. Puis, sans alourdir la présentation, ici, je voulais vous le montrer un peu sous forme matricielle. L'espèce de chaîne qui est ici de comment on prend un point 3D dans le monde et qu'on l'emmène dans la caméra. Bien, en pratique, ça se fait sous forme matricielle. Donc, tu aurais un point X, Y, Z ici du monde. Tu le ferais une transformation matricielle avec une multiplication matricielle. Tu ferais une transformation qui amènerait ce point-là dedans le repère caméra. Une fois que c'est fait, on utilise une matrice ici qui s'appelle la matrice de projection. Alors, elle va ramener tes points 3D en 2D. Et finalement, on va avoir notre matrice caméra. Donc, il va avoir tes informations sur la focale, puis sur l'origine de ton plan image, qui est le CX et Y qui est ici. Puis on se retrouve avec un UV. Puis les UV ici, c'est les XY de ton image en pixels souvent. Donc, pour prendre une bonne photo aussi, il faut gérer l'exposition. Puis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Souvent, pour gérer l'exposition, on a 3 paramètres qui sont importants et qui sont codépendants. Donc, on a le temps d'exposition, qui est ici l'ouverture, puis la sensibilité ISO. On va revenir sur ce triangle-là. Donc, le temps d'exposition, c'est assez classique. Je pense que tout le monde connaît assez ça. C'est la durée d'exposition du capteur à la lumière. Donc, dedans notre caméra, on a un capteur qui est caché. Puis quand on prend une photo, bien, on a un obturateur qui rouvre et qui laisse passer la lumière. Donc, combien de temps est-ce qu'on le laisse faire ça? Ici, on a une petite vidéo qui montre, ça c'est à vitesse très rapide, c'est 10 000 FPS qui dit. Alors, c'est 10 000 frames par seconde. Donc, ici, on voit l'obturateur qui laisse, la ligne qu'on voit passer au centre, c'est le trou qui laisse passer la lumière vers le capteur. Donc, ici, on le voyait devenir de plus en plus petit. Puis, donc, il va falloir gérer ça parce que c'est souvent ça qui amène le motion blur que je parlais au début. Si on le laisse ouvert trop longtemps pour prendre une photo, bien, ça veut dire qu'on a le temps de bouger puis de laisser rentrer de la lumière pendant qu'on se déplace. Puis c'est là qu'on va créer l'espèce de blur. Donc, ça va être important de bien gérer ça. Donc, les types de shutter aussi qu'on vient de voir, l'obturateur, il y en a 2. Tu as le global shutter puis le rolling shutter. La manière que ça marche, le global shutter est celui qui est le plus populaire. Je veux dire, quand on veut prendre une image, bien, on ouvre notre obturateur, puis on laisse la lumière entrer sur tout le capteur en même temps, puis on referme. Alors ça, c'est pour ça qu'on voit que quand la lumière s'allume, tout devient bleu sur le global shutter. Puis, dans l'autre cas, on a le rolling shutter qui est aussi assez populaire, mais un petit peu moins. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que c'est un obturateur qui tourne. Alors, pour prendre des photos, on le fait tourner. Puis, ça fait en sorte que quand tu commences à descendre ton obturateur, bien, tes pixels du haut reçoivent la lumière, mais pas ceux du bas. Puis, pendant que tu avances, ça va faire l'inverse. Tu vas avoir un obturateur qui arrive de l'autre sens, qui va venir couvrir le haut de ton capteur, mais pas le bas. Donc, finalement, ton image est prise sur une espèce de delta de temps, qui n'est pas tout en même temps. Ça peut faire ça peut faire des drôles de phénomènes. Comme vous allez voir ici, la photo à droite de l'avion est une vraie photo. Donc, d'une hélice qui bouge avec une caméra rolling shutter. Donc, la manière que ça marche, on le voit un peu ici avec le GIF. Alors, quand la ligne elle monte, c'est l'obturateur qui rouvre. Alors, ça, c'est l'image qui se crée en bas. Puis, à cause que l'hélice bouge avec l'obturateur qui monte, bien, on se rend compte que l'hélice n'est pas touchée au même moment. Donc, ça fait des espèces d'hélices séparées de l'avion avec des formes non physiques. Alors, ça fait vraiment des drôles de phénomènes, les rolling shutter. Donc, il faut faire attention quand on utilise ça. Puis en plus, au vol, vous avez la caméra Z, qui est une caméra rolling shutter. Donc, ça va être pensez-y bien si vous bougez vite. Ensuite, l'autre paramètre important, il y a l'ouverture, qui était l'aperture montrée au début. Ça définit c'est quoi l'ouverture de la caméra. Donc, dans la lentille, on a toujours cette espèce de diaphragme-là qui laisse passer une quantité de lumière. Habituellement, il y en a qui existent électroniques, mais habituellement, c'est fixé avant le départ de l'expérience ou même quand vous installez la lentille et la caméra au départ. Puis, pour gérer cette valeur-là de l'ouverture, c'est un F-number qu'on appelle, qui est celui ça gère la fermeture, mais je pense que ça vient d'une c'est une vieille représentation de comment ça fonctionnait. Donc, à chaque fois, vous allez voir, c'est des drôles de chiffres. C'est F sur 2, F sur 4, F sur 5.6. C'est comme ça que tu définis c'est quoi l'ouverture de la caméra.
Mais de la manière qu'il faut le voir, c'est l'ouverture est égale à f sur 2. Donc, c'est ça qui est comme contre-intuitif. Alors, plus ton f augmente, plus tu es fermé. Donc, ou plus ton f est petit, plus tu es ouvert. C'est un peu contre-intuitif, mais ça se fait bien parce que tu le fais une fois quand tu as ta caméra, puis tu ne le refais plus après. Puis, le dernier paramètre, c'est la sensibilité ISO. Donc, ça ici, ce qui se passe avec ça, c'est qu'on amplifie la sensibilité du capteur à la lumière. Donc, de la manière qu'on pourrait voir ça, c'est comme un microphone. Quand vous faites un petit recording avec des voix basses, puis vous n'entendez pas bien, vous allez amplifier le son du recording pour bien entendre ce que le monde dit dedans l'enregistrement. Mais c'est ce qui se passe avec l'image ici. Ce qu'ils font, c'est qu'on on amplifie le signal des photons qui rentrent sur le capteur. Puis, le but, c'est d'avoir une image plus claire, finalement. Mais ça, ce que ça fait, quand on amplifie quelque chose, ben, on amplifie tout. Donc, on va aussi amplifier le bruit. Alors, si vous regardez un peu les fenêtres ou le dynamique, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous autres, là, mais on le voit que ça devient comme bruité. Puis, quand on revient à ISO 200, qui est le plus bas dans notre GIF, bien, on se rend compte que les fenêtres ici sont vraiment mieux définies, là. Donc, c'est ça aussi, le ISO, il faut faire attention quand tu joues avec ça parce que c'est bon. Mais si tu en mets trop, ben, tu vas juste créer du bruit dans ton image. Puis là, finalement, c'est comme je disais, ces trois paramètres-là ne sont pas indépendants. On ne peut pas en setter un sans penser aux deux autres. Alors, il faut toujours que tu joues avec ces valeurs-là. Je dirais qu'en général, le ISO et l'aperture, c'est seté pas mal au début dans le cas de la robotique selon votre environnement terrain. Puis après ça, vous allez jouer beaucoup avec le temps d'exposition. Puis c'est ça, si vous augmentez le ISO, c'est ce que je disais, vous allez avoir plus de lumière, mais plus de bruit. À l'inverse, si vous le diminuez, moins de lumière, moins de bruit. Pour le temps d'exposition, si vous le mettez très lent, vous allez avoir beaucoup de lumière, mais ça va créer, comme je disais, du motion blur. Puis si vous le mettez très vite, ben, ça se peut qu'il n'y ait pas de lumière qui ait le temps de rentrer. Donc, ça va le phénomène inverse que votre image va être toute noire. Puis pour l'ouverture aussi, c'est plus vous mettez de lumière, plus l'ouverture est grande, plus vous allez avoir de lumière, puis ça va vous donner une meilleure définition, une moins bonne définition de la profondeur dans l'image. Puis à l'inverse, si vous la mettez petite, l'ouverture, bien, il n'y aura pas beaucoup de lumière qui va rentrer encore une fois, un peu comme le shutter speed, mais vous allez avoir une image mieux définie. Puis ici, on a un exemple qui vient d'un site web, ici où est-ce qu'on peut manipuler ces paramètres-là sur une image, sur une petite vidéo ici. Donc, c'est une fille avec un virevent ici. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. On va jouer avec le ISO, l'aperture, puis le shutter speed. Donc, si on prend une photo qui est bonne au début, on se rend compte que le virevent est comme mal défini à cause du temps d'exposition sûrement qui est trop élevé. On va commencer par jouer avec le ISO. Qu'est-ce que ça fait quand on l'augmente? On se rend compte qu'on a une image vraiment trop éclairée. Donc, finalement, ça n'amène pas grand-chose dans notre cas. Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va essayer d'augmenter juste l'ouverture maintenant, mais il se passe encore la même chose. C'est un peu moins bruité, mais l'image est tellement blanche qu'on ne voit rien. Donc, ensuite, on va faire la même chose avec le shutter speed. On va l'augmenter, si je ne me trompe pas. Donc, encore une fois, quand on l'augmente, on voit encore moins bien le virement, puis c'est encore trop blanc. Donc, on va essayer maintenant ici de le mettre vraiment plus petit. Puis là, il n'y a plus de lumière qui a le temps de rentrer. Donc, l'image est toute noire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est grossir un peu l'ouverture. Comme ça, on laisse rentrer plus de lumière. On se rend compte que le virement est vraiment bien défini ici, puisqu'on a eu un petit temps d'exposition. Ça fait que l'image est prise directement, puis le virement n'a pas le temps de tourner pendant l'image. Puis en augmentant le ISO, maintenant, on est capable d'avoir une image vraiment claire, bien définie, avec un virement stable, puis aussi la fille qui n'a pas de motion blur dessus. Donc, c'est un petit exemple rapide pour vous montrer que les trois ont une influence similaire, si on veut, sur la quantité de lumière. Mais c'est important de bien choisir ses valeurs puis en rapport aux trois pour en fonction, c'est quoi les avantages et les avantages de chacun d'entre eux. Donc maintenant, on va parler un peu de représentation une fois qu'on prend une image. C'est quoi une image pour vrai quand on utilise des logiciels ou des algorithmes? Donc, une image, c'est toujours on le voit souvent comme du RGB, c'est ce qu'on dit souvent. On dit rouge, du vert, puis du bleu. Puis ça, c'est une matrice de pixels. Alors, c'est ton capteur caméra finalement. Chaque pixel va avoir une valeur de rouge, une valeur de vert, puis une valeur de bleu. Souvent entre 0 et 255 pour des capteurs 8 bits qu'on utilise le plus, mais ça peut aussi, si on a des capteurs 12 bits, ça va monter à 2048, si je ne me trompe pas, à la place de 255. Donc, les valeurs des pixels peuvent varier en fonction du capteur. Puis maintenant, ça, c'est la façon comme qu'on va illustrer c'est quoi une image. Mais en vrai, si vous programmez, vous êtes sur Python, etc., vous voulez jouer avec vos images, mais ça va être mis sous forme de matrice. Donc, les matrices ici vont être, on dit M par N par le nombre de canaux que vous avez. Donc, ici, on aurait une image HD qui serait 1920
par 1080 par 3 vu qu'on est en RGB. Donc, on a c'est une matrice multidimensionnelle. Puis, si vous preniez une image qui était en mono, qui est grise, finalement, qui n'a pas de couleur RGB, ben, vous avez exactement la même chose, sauf qu'à la place du 3, c'est un 1, puis vous perdez ces deux-là. Donc, vous avez seulement une matrice de 1920 par 1080 par 1. Mais là, on pourrait se demander ici, quand on prend une image, on a juste un capteur. Le capteur prend de l'intensité, mais comment on fait pour avoir de la couleur? Parce que si on fait juste prendre l'intensité qui vient des photons, c'est un signal numérique, c'est un signal électronique, qu'est-ce qui nous donne la couleur? C'est là qu'on arrive avec le Bayer filter. C'est pas super important, c'est plus pour connaissance générale pour vous. La manière que ça marche, le Bayer filter, c'est sur votre capteur de caméra, vous allez avoir ce filtre-là qu'on voit ici. Or, chaque pixel va avoir soit une couleur rouge, soit une couleur verte, soit une couleur bleue. Puis, il va falloir choisir une couleur qui est dominante. Puis, en majorité du temps, c'est la couleur verte qui est dominante, vu que c'est celle qu'on voit le mieux, nous, les humains, avec nos yeux. Donc, ça va toujours ressembler à peu près à ça, l'espèce de grille qui est sur votre capteur. Puis ça, c'est physique. Donc, quand vous achetez une caméra, c'est placé dedans la caméra. Puis, vous allez devoir adapter vos algorithmes à c'est quoi le type de grille qu'il y a sur vos capteurs. Puis là, après ça, ce qui va se passer, c'est que si un pixel est en rouge, ben, il n'y a aucune information en bleu puis en vert, ces pixels-là. Donc, comment on fait pour lui donner de l'information en bleu puis en vert? Bien souvent, on va moyenner avec les pixels qui sont autour. Alors, c'est ce qu'il essaie de montrer ici. Donc, on a un pixel vert au centre. Donc, il n'y a pas d'information en rouge. Donc, on va y donner par rapport au pixel rouge proche. On va y donner par rapport au pixel bleu proche. Ça va définir que ce capteur-là, ce pixel-là ici, va avoir son information en vert directement de l'image. Puis, il va avoir le bleu et le rouge provenant d'un moyennage des pixels qui sont autour. Puis on peut voir ici qu'il y a une image plus concrète. C'est une image à basse résolution pour bien voir le Bayer. Donc ici, sur l'image, on voit toutes les couleurs vert, rouge et bleu, qui sont les petites grilles. Puis une fois que vous faites l'espèce de moyen-âge que je viens de parler, des autres couleurs dedans la grille Bayer, bien, vous vous retrouvez avec votre image qu'on est habitué de voir quand on prend une photo avec notre caméra. Mais comme je disais, dans le cas de la robotique, souvent, vous allez acheter une caméra, le capteur va déjà avoir sa propre grille Bayer. Puis le plus important pour vous, c'est de savoir c'est quoi ma grille Bayer sur ma caméra. Parce que quand vous allez arriver à vos algorithmes, quand vous allez pouvoir convertir votre signal en image, bien, si vous ne prenez pas le bon fit, vos images vont avoir aucun sens. Donc, c'est surtout d'aller voir le spec sheet et de regarder c'est quoi votre fit Bayer. Aussi, maintenant, j'ai parlé de RGB, mais il existe aussi l'espace des couleurs HSV. Donc, c'est le Hue Saturation et Value qui est ici. Ça, c'est une représentation cylindrique qui est en théorie plus intuitive pour l'humain pour choisir une couleur ou comme reconnaître une couleur. Donc, ici, on voit le Hue, c'est la teinte en français. Donc, c'est assez ce qu'on voit souvent sur des logiciels comme Photoshop ou Inkscape, ou etc. Donc, tu vas choisir ta couleur sur le cylindre. Une fois que tu l'as choisi, tu choisis ta saturation. Donc, est-ce que tu es plus dans le blanc ou dans la couleur elle-même? Puis la valeur, est-ce que tu es plus dans le noir ou tu es dans ta vraie couleur? Donc, moi, je trouve qu'en 3D, c'est pas si intuitif que ça, mais c'est considéré comme plus intuitif. Puis c'est vraiment très souvent utilisé dans les algorithmes de tracking par couleur, le HSV. Alors, vous allez sûrement voir ressortir ça si vous faites des cours de vision par ordinateur. Aussi, un outil qui est vraiment utile mathématique pour tout aussi ce qui est le traitement d'image, mais aussi on le voit dans les réseaux de neurones beaucoup, c'est les convolutions. Donc, la manière que ça marche, une convolution, on va appliquer une matrice qu'on voit ici sur une image. Puis, ce que ça fait ici, je vais attendre qu'il revienne pour le moins 74, on va avoir notre matrice ici va venir s'appliquer sur les 9 éléments qui sont là. Puis on va appliquer en moins 1 fois le chiffre qui est là, moins 1 fois le chiffre qui est là, puis etc. Puis on additionne ces valeurs-là, puis ça nous donne le nouveau chiffre en sortie. Puis ça, en fonction de la matrice qu'on choisit ici, qu'on vient convoluer sur l'image, on va pouvoir faire ressortir beaucoup de types d'informations. Souvent, on veut faire sortir le gradient dans l'image. On peut aussi venir appliquer des filtres gaussiens pour enlever du bruit. Il y a vraiment beaucoup de filtres qui existent. On ne rentre pas dans tous les détails. Par exemple, ici, ça dit que c'est un filtre pour sharper les images, on va faire sortir les edges sûrement, puis le gradient, etc. Puis, ça, ce qu'on peut faire avec ces filtres-là, par exemple, c'est le genre d'image qu'on a ici au centre. On va avoir un filtre de Hue qui s'appelle ici. Puis, on a une image qui est une image d'une route normale. Puis, après, on va convoluer une matrice qui est le même type que la matrice qui est ici. On l'applique sur notre image originale de la caméra. Mais on se retrouve avec ce style d'information-là. Donc, on fait vraiment ressortir tout ce qui est edge, tout ce qui est les contours. Puis après ça, on peut prendre cette information-là, puis venir la projeter sur notre image originale. Puis, on est capable de savoir exactement ou à peu près exactement où sont nos lignes.
Donc, ça peut être vraiment utile si le but, c'est juste de rouler en 2 lignes, mais vous détectez vos lignes, puis vous dites reste entre ces 2 lignes-là. Alors, c'est vraiment beaucoup utilisé. Comme je disais, il y a beaucoup de ces filtres-là qui existent. Il y en a beaucoup qui existent, puis des fois, on ne peut pas tous les retenir ou même tous les implémenter. Donc, on est vraiment chanceux en vision par ordinateur parce qu'il y a OpenCV qui existe, qui est une librairie qui contient presque toutes les fonctions de computer vision que vous allez devoir utiliser. Elle existe en Python et en C++. Donc, ça, c'est vraiment c'est cool pour nous pour l'utiliser. Puis aussi, c'est compatible avec ROS. Donc, vous allez le voir souvent sortir dans les drivers de caméra ou dans tout ce qui est les algorithmes de vision ou les packages de vision qui sont dans ROS. Donc, je suis pas mal sûr que vous allez vous en servir si vous faites de la vision par ordinateur. Donc, maintenant, je disais tantôt qu'une caméra, ça prend juste le 2D. Parce qu'on perd l'information une fois qu'on projette du 3D au 2D. Mais si on jumelle des caméras, on va venir faire la même chose que nos yeux font pour nous, nous en tant qu'humains. Donc, on va prendre une image à gauche, une image à droite, puis à partir de nos deux images, on est capable de trianguler les objets puis d'estimer la profondeur. C'est ce que nous, on fait. Puis, on peut le faire avec deux caméras de la même manière. Donc, si on a une caméra A, puis une caméra B, puis des points D puis C. Ici, on se retrouve avec une caméra A, ce qu'elle voit C et D à droite, comme on voit ici. B voit C et D à gauche. Puis en fonction de ce qu'on appelle la disparité, c'est la différence de position du point dans l'image B par rapport à l'image A. On peut venir évaluer c'est quoi la profondeur des points dans l'espace. Puis, ce qui est vraiment important aussi, c'est l'espèce de triangle qui est ici. C'est la jonction entre les deux fields of view parce que c'est l'espace où on est capable de vraiment avoir une bonne estimation 3D. Parce que si on avait des points qui étaient ici, bien, la caméra B ne les voit pas. Donc, on n'est plus dans un modèle où on peut trianguler avec deux caméras. Puis, si on rentre un petit peu plus dans les détails, ce qu'on veut faire ici, la relation qui est vraiment importante, c'est ce qu'on voit ici. Donc, quand on veut estimer la profondeur d'un point, ce qu'on a besoin de savoir, c'est la focale des caméras. OK, d'habitude qu'on met la même pour les deux caméras. Puis le baseline. Le baseline, c'est la distance entre la caméra A et la caméra B, ou la caméra de gauche et la caméra de droite. Le baseline, la chose que ça fait, c'est plus, je vais revenir ici, ça va être plus clair, plus vos caméras sont proches, plus le triangle qui est ici, que je parlais tout à l'heure, est gros, proche des caméras. Donc, on va avoir une bonne estimation sur les points qui sont proches de la caméra stéréo. Mais si on éloignait les deux caméras, ce qu'on fait ici, c'est que le triangle qui est là va être envoyé vers le haut. Donc, on va voir un triangle le field de vue des deux caméras va se croiser, mais plus loin en avant. Donc, en théorie, l'estimation est rendue meilleure pour tout ce qui est plus loin des caméras. Encore là, il faut faire attention parce que si on met un baseline vraiment trop gros, ben, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, c'est la résolution des caméras elles-mêmes qui est plus assez bonne pour avoir l'information sur les points qui sont trop loin. Donc, si vous n'aurez pas, c'est pas une règle infinie, genre plus on l'éloigne, plus ça va être bon, mais il y a des limites à ça aussi. Puis donc, c'est comme ça, il faut choisir son baseline de façon intelligente. Puis la dernière valeur ici, D, c'est la disparité. Donc, c'est la position du point P dedans le plan image de l'image Y, puis la position du point P dedans le plan image de la caméra de droite. Puis en fonction, c'est ce que je disais, de la différence de distance entre les deux, mais on est capable d'évaluer la profondeur. Ça ici, c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire avec une caméra stéréo. Donc, on voit à gauche, mon pointeur, ouais. Donc, on voit à gauche l'image qui est prise, la caméra droite, l'image qui est prise. Puis, au centre, c'est la juxtaposition des deux images. Puis, on voit que pour réussir à calculer la disparité entre ton image de gauche et ton image de droite, bien, il faut que tu trouves des features ou des points dans chacune des images. Puis ici, ce qui est trouvé, c'est les deux yeux, le nez, puis le rebord de la bouche, le coin des bouches. Puis c'est ce qu'on voit ici, les lignes rouges, c'est le lien entre le gauche, l'œil droite, le nez et la bouche. Puis en fonction de tout ça, de la disparité maintenant qui est calculée, tu connais le baseline qui est fixe pour une caméra stéréo. On voit ici en Z la valeur qui change en fonction de quand il avance puis quand il recule. Donc au début, on est à 1 mètre, puis après ça, on se met à 50 cm. Donc c'est comme ça qu'une caméra stéréo traditionnelle fonctionne. Mais il existe aussi d'autres types de caméras stéréo. Donc, ça, ce qu'on vient de voir, nous, c'est une caméra passive, donc juste deux caméras, une à côté de l'autre. Il existe aussi des caméras actives, donc on a un projecteur infrarouge, souvent qui envoie un pattern de lumière, puis en fonction de comment ce pattern-là est déformé, il est capable d'évaluer aussi la distance 3D. Donc, souvent, quand on le met avec une caméra ou avec deux ici, dans ce cas-ci, c'est pour améliorer l'estimation 3D. Dans ce cas-ci, c'est pour faire l'estimation de la 3D vu qu'on a seulement une caméra.
Puis, il existe aussi le time of flight, donc c'est vraiment juste un laser qui envoie une lumière, qui la reçoit, puis qui estime avec ça la distance de l'objet avec une caméra à côté. Puis, deux bons exemples de caméras passives et actives. Or, la Z que vous avez sur Weasel en bas, bien, c'est une caméra qui est passive. Donc, il y a juste deux caméras qui prennent les deux images. Puis, on a une caméra active en la RealSense que je pense que vous avez aussi. Je ne suis pas sûr. Non, vous n'avez pas encore de RealSense. Mais c'est ça, celle-là aussi, c'est deux caméras stéréo, mais on a un projecteur infrarouge au centre. Donc, il va envoyer un pattern de lumière. Maintenant, comme on parlait tout à l'heure, pour emmener un point du monde vers un point dans la caméra, c'est vraiment important de faire la calibration de votre système. Puis, la calibration intrinsèque, qui est vraiment pour calculer les paramètres de la caméra elle-même. Là, si on voit ici, c'est le petit schéma qu'on voyait tantôt. Donc, la dernière partie, les paramètres de la caméra, c'est vraiment important parce que si vous ne la faites pas, il n'y a aucun de vos algorithmes de vision qui va fonctionner parce que votre image va être déformée. Puis, il pourrait y avoir des artefacts aussi. Donc, très important de la faire, puis c'est facile de la faire. Alors, ça, c'est le côté qui est assez le fun. Il y a un package Rust qui existe qui est exactement celui-là. Donc, vous avez juste besoin d'un échiquier sur une surface plane, puis de connaître la grandeur de vos carrés sur l'échiquier. Une fois que vous avez ça, vous le donnez au package ou à l'algorithme, puis il va, avec OpenCV, que je vous parlais tout à l'heure, il va détecter les coins, puis en fonction de tous les coins qu'il trouve, il est capable d'estimer la profondeur, puis d'estimer les paramètres de la caméra. Puis ce que vous avez à faire ensuite, c'est bouger l'image, de bouger la cible dans tous les coins de l'image, dans toutes les positions. On voit ici, il y a un petit gauge pour vous aider. Alors ça, c'est cool. Alors, pour savoir, est-ce que tu as été partout en X? Est-ce que tu as été partout en Y? Est-ce que tu as été assez proche et assez loin de la caméra, le 16? Puis le skew, c'est est-ce que tu as bougé en angle assez ton panneau? Puis des fois, comme là, on voit que ça ne sert à rien. Quand on ne voit pas les lignes, ça veut dire qu'il n'est pas capable de détecter. Donc, vous devez jouer avec votre angle, votre position. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il trouve qu'il y a une bonne image, il la sauvegarde. Puis quand il est prêt, il vous met en bleu le calibrate qui est ici. Quand vous appuyez sur calibrate, vous allez voir, il devrait le faire bientôt. Donc, quand vous appuyez sur Calibrate, ce qui se passe, c'est qu'il va calculer, il va estimer c'est quoi les paramètres de la caméra en fonction de en fonction de toutes les photos qu'il a prises avec vous qui bougent avec la cible. Pour la cible, on en a une, nous, on Orlab, que si vous avez besoin, vous pouvez emprunter. Puis, vous allez voir ici, ça sort directement dans le terminal. Il va vous donner votre matrice de caméra ici. Puis, il va aussi vous donner vos paramètres de distorsion. Puis aussi, vu que c'est un package qui est fait pour Rust, il va vous donner un fichier YAML. Puis ce fichier-là, ben, vous pouvez l'utiliser directement dans vos prises de photos avec Rust. Puis vous allez voir, à chaque fois que vous mettez une caméra sur Rust, vous allez avoir un topic qui est votre image, mais il y a toujours un topic caméra info qui suit derrière. Mais ce qu'il fait, lui, c'est qu'il envoie ces informations-là. Donc, quand vous prenez une image, il a rectifié avec ces paramètres-là tout le temps. Donc, vraiment important, quand vous utilisez une caméra, vous faites cette calibration-là. Puis, vous devez la refaire, comme je disais, à chaque fois, on va dire, vous bougez le robot, vous allez dehors, vous faites une coupe de sortie, ça vibre un peu, mais c'est plus bon. Alors, il faut la refaire. Si vous passez du chaud au froid trop souvent, la lentille va se déformer, vous devez la refaire aussi. Donc, quand vous avez des grosses expériences, moi, je vous suggère, première étape, vous faites ça. Par ça, vous êtes correct. Ensuite, il y avait la calibration extrinsèque, donc c'est trouver les TF, finalement, comme on avait parlé pour Ross aussi. Donc, c'est la transformation géométrique entre votre caméra puis le reste de votre robot. Souvent, c'est mis aussi au baseline du robot, cette espèce de transformation-là, mais vous pourriez aussi la mettre par rapport au lidar, si vous voulez, ou d'autres capteurs que vous utilisez. Il faut faire attention un petit peu parce que aussi une caméra, c'est défini, l'origine de la caméra, c'est défini par la position du capteur. Pour trouver précisément la position du capteur, ça peut être compliqué parce que c'est dedans la caméra elle-même. Donc, pour faire ça, vous pouvez utiliser le spec sheet directement du fabricant, puis vous allez avoir un bon estimé. Je sais qu'il existe aussi des méthodes où est-ce que vous pouvez prendre des photos, par exemple, d'une règle, puis la faire en 2, 3, puis vous êtes capable d'estimer en fonction de la hauteur que vous voyez avec le nombre de pixels, ben, votre sensor est où dedans la caméra. Si vous voulez vraiment être précis, c'est ça. Le spec sheet devrait quand même être pas trop mal si vous avez à faire ça. Puis, il faut faire attention aussi, une caméra, comparativement aux autres capteurs ou ce qui est plus intuitif. D'habitude, si on a un robot qui avance, ben X est en avant, Z est en haut, Y est à gauche. Pour une caméra, là en avant, c'est Z. Donc, il faut se souvenir de ça. On le voit ici. Là. Donc, ça, c'est le robot. On a Z en haut en bleu, X en rouge, puis Y en vert. Mais pour la caméra qui est ici en haut, c'est le bleu qui est en avant. On c'est Z, on a X à droite, puis on a Y en bas.
Donc, si vous utilisez une caméra, il faut se souvenir de ça, sinon vous allez perdre beaucoup de temps pour pas grand-chose. Il faut juste s'en souvenir finalement. Le dernier type de calibration qui existe, que c'est plus pour votre connaissance personnelle, c'est le white balance. Donc, quand vous prenez une photo dans l'environnement, par exemple, ici, c'est dans la mer, ils prennent une photo, ben, l'image sort comme toute verte. C'est un peu, c'est pas super, mais c'est un peu ce que nous, on voit là quand quand on met notre tête dans l'eau, etc. Mais après ça, il y a des algorithmes qui existent pour calibrer l'image, pour calibrer les couleurs de l'image. Puis, pour faire ça, vous pouvez soit le faire manuellement, ce qui est bon si vous prenez une photo fixe, mais si vous vous déplacez, vous êtes mieux avec du white balance automatique. Puis la manière que ça marche, ça, c'est des algorithmes qui vont détecter c'est quoi la partie la plus blanche dans l'image. Puis une fois qu'ils vont retrouver ça, ils vont dire, ben ça, c'est du blanc. Donc, on pourrait penser que c'est peut-être le bout de la roche là. Ça, c'est du blanc. Donc, qu'est-ce que c'est mon reste? Alors, c'est ça qu'il fait. Dès qu'il est capable de dire, mes pixels ici, c'était du blanc, donc viens corriger toutes les autres. Puis, ça donne quelque chose dans le style ici. Alors, les algorithmes automatiques, soit c'est tu trouves du blanc, puis tu trouves les autres, ou tu peux aussi dire que ton image est en moyenne grise. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Même les images, quand tu fais du auto-exposure, de l'exposition automatique sur une caméra, comme on voit assez conventionnellement, la manière que ça marche, c'est quand tu prends une photo, ça dit, OK, ben, avant que tu prennes une photo, quand il choisit lui-même le temps d'exposition, ben, ça dit, ah, mais il faudrait que mon image en moyenne soit grise. Donc, si j'ai trop de lumière, elle sera pas grise. Alors, il va essayer de diminuer le temps d'exposition ou à l'inverse, si elle est trop sombre, il va l'augmenter. Alors, c'est un peu le même style d'algorithme. Puis, si ça vous tente de jouer un peu avec du white balance, j'ai fait un package, ben, un petit repo sur notre GitHub qui est public. Donc, vous pouvez aller chercher caméra white balance. Vous pouvez importer votre image dedans, sélectionner c'est quoi votre partie que vous considérez comme étant du gris ou du blanc ou etc. Puis, ça va vous donner c'est quoi la correction qui est appliquée sur tous vos pixels, puis l'image corrigée aussi. Alors, si vous en avez besoin, c'est disponible en ligne. Bon, maintenant qu'on a vu différentes les calibrations, ce qui nous a amené à avoir une bonne caméra. Là, on est seté pour avoir une caméra pluggée, elle sort des belles images, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, souvent, ce qu'on va vouloir faire, c'est de la localisation visuelle. Donc, pour introduire ça, il faut parler un peu du SLAM. Bon, le SLAM, c'est le Simultaneous Localization and Mapping. Donc, ce que ça veut dire, c'est, on va dire que moi, mon but, c'est de construire une carte. Bien, pour construire une carte de la pièce, il faut que je sache je suis où dans la pièce. Parce que moi, c'est ce que je vois. Je vois une partie de la pièce. Bien, si je veux la mettre dans une carte, il faut que je sache que je suis où. Donc, pour construire une carte, tu as besoin de savoir il est où ton robot. Mais là, on pourrait aller à l'inverse. Maintenant, moi, je veux me localiser, mais je suis au plein milieu d'une pièce que je ne connais pas. Donc, comment je sais je suis où dans la pièce? Bien, pour ça, ça te prend une carte. Donc, finalement, on est dans une espèce de problème de l'œuf et la poule, là, comme on entend souvent pour le slam. Donc, on ne peut pas avoir de carte sans se localiser, puis on ne peut pas se localiser sans carte. Donc, le seul moyen d'y arriver en ce moment, c'est de faire les deux en même temps. C'est pour ça qu'on dit simultaneous. Donc, on va essayer de construire pendant qu'on se localise, puis vice-versa. Pour ce faire avec une caméra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver des features, des points de repère qui sont pertinents dans l'image. Souvent, on va le voir, c'est des coins, c'est des côtés, etc. Puis, quand on avance, quand on prend une nouvelle photo, bien, on va essayer de trouver les mêmes features. Alors, c'est ça l'espèce de tâche qui est difficile. C'est une fois qu'on a trouvé des features dans la prochaine image, il faut réussir à matcher ces features-là, dire, bien, maintenant, lui, c'est le même que celui qui est là. Puis ça, c'est la partie difficile avec les caméras, puis selon l'environnement aussi, parce que s'il n'y a pas de texture, des fois, il n'y a juste pas assez de points pour se repérer. Mais c'est ça le principe qu'on va vouloir faire. Puis, ce qu'on peut faire avec ça, c'est de l'odométrie visuelle. Alors, de l'odométrie, c'est de savoir de combien on avance à chaque fois qu'on fait un pas. Donc, dans notre cas ici, c'est de combien on avance à chaque fois qu'on prend une photo. Puis, ce qu'on voit dans l'image ici, tout ce qui est en rouge, c'est les features. Ce qui est en bleu ou en vert, c'est le tracking sur différentes images. Donc, ce qu'on voit, c'est, par exemple, si on regarde le mur, c'est plus clair. On voit que la ligne verte avance avec le mouvement de la caméra. Donc, il est capable de tracker le feature sur peut-être 4-5 images. Puis, en fonction de quand il est capable de savoir, ça va-tu commencer? Avez-vous perdu l'image? Ah, vous avez perdu l'image. Ah, bon. OK, bon. Donc, c'est ça, en fonction de combien le feature a bougé dans l'image, on est capable de dire de combien moi j'ai bougé dans le monde. C'est ça le but de l'odométrie visuelle. Puis, avec ça, on peut faire on peut aller à l'autre extrême. Puis ça, ici, c'est avec la caméra Z que vous avez sur le Weasel. Ils ont ça sur leur site, c'est pour faire une petite démonstration.
Alors ici, on voit à quel point on est capable de faire une carte vraiment dense de l'environnement. Alors, à gauche, c'est le vrai environnement, c'est l'image. Puis à droite, c'est la reconstruction faite par la caméra elle-même. Puis c'est ça, comparativement à une carte LiDAR, on voit à quel point c'est dense, puis en plus, on a les couleurs. Alors, c'est ça les gros avantages. Puis comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas se localiser sans carte, on ne peut pas avoir de carte sans se localiser, mais c'est ça qu'on fait en même temps. Alors, la ligne bleue, c'est la localisation, puis tout ce qui est les points autour, c'est la carte. Donc, on est vraiment obligé de faire les deux en même temps. Puis aussi, souvent, ces caméras-là, quand on fait des cartes visuelles, comme c'est pas juste une caméra qui fait ça. Souvent, il peut y avoir un IMU, etc., qui va aider à stabiliser la carte. Puis dans ce cas-ci, je suis vraiment sûr qu'il y en a un aussi. Alors, souvent, on va avoir de la fusion de capteurs, pas juste de la caméra, quand on va vouloir faire du visual slam de cette façon-là. Donc maintenant, c'est ça, on pouvait se détecter, mais on a réussi à maintenant se localiser, faire des cartes avec des caméras, mais aussi une autre façon d'utiliser les caméras en robotique, c'est de la détection par caméra. Donc, on a des approches classiques, des approches par réseau de neurones. Si on commence par les approches classiques, ça, c'est si vous voulez faire des tutoriels sur OpenCV ou etc., c'est vraiment cool. C'est vraiment pas difficile pour faire ce que ça fait, ce qui est vraiment le fun. Donc, par exemple, ici, ben, une approche classique, ça serait de dire je trouve c'est quoi la couleur d'une balle de tennis. Puis une fois que je l'ai trouvé, ben, garde juste les pixels qui sortent de la couleur d'une balle de tennis. Puis c'est ce qui est fait ici. Là. On est capable de segmenter toutes les couleurs autour parce qu'on a détecté tout le jaune qui est dans la balle. Puis, une fois qu'on a fait ça, ben, on peut le mettre en vidéo, puis on peut tracker cet objet-là, vu qu'on sait c'est quoi la couleur de l'objet, puis on s'en fout du reste. Donc ici, c'est quelqu'un qui l'a fait avec une balle, je ne sais pas trop, un peu jaunâtre. Puis, on le voit, il promène la balle dans l'image. Même la balle quitte l'image et revient. Puis l'approche, l'algorithme est toujours capable de retrouver sa balle une fois qu'elle revient. Puis lui, ça, il a segmenté les couleurs. Puis il a dû aussi faire autre chose parce qu'on voit le rond jaune autour. Donc, il doit avoir un espèce de fil pour savoir trouver les formes aussi, ou etc. Mais ça, c'est des approches classiques qui sont, c'est ça, relativement faciles à faire avec OpenCV. Les avantages des méthodes classiques, c'est que pour un cas vraiment bien défini, donc par exemple ici, c'est vraiment une balle avec le type de lumière qui vient de la fenêtre de cette couleur-là, on va réussir à toujours réussir à détecter notre objet. Donc, ça, c'est la partie qui est vraiment cool. Mais moi, par exemple, j'avais fait un projet à un moment donné où il fallait détecter une main. Puis si j'étais dans une pièce illuminée ou dans une pièce sombre, ben, il ne détectait plus ma main. C'est vraiment, c'est précis. Là. Ça marche pour certaines conditions. Puis c'est ça, dans les désavantages, le peu d'adaptabilité, ben, c'est ça. Dès que tu changes d'environnement, de couleur, etc., ça ne marche plus. Alors, c'est la partie plate. Puis aussi, que nos caractéristiques pour faire le tracking ou pour faire la détection ont été comme créées à la main. C'est nous qui avons choisi une couleur. Donc, si on ne choisit pas très bien la couleur, le tracking ne marchera pas super. C'est dans les désavantages des méthodes classiques. Puis maintenant, on va passer aux méthodes par réseau de neurones. Alors, vous connaissez sûrement tout YOLO. Donc ici, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a un gros jeu de données d'images, puis on a du monde qui vont aller annoter ces images-là. Donc, il va aller dire, ah ben, ce qu'on voit ici, c'est un camion. Ce qu'on voit ici, c'est une personne, une personne, une personne, une personne. Ça, c'est des arbres. Ça, c'est je ne sais pas tout ce qui détecte, là, les panneaux de circulation, etc. Puis, on va donner ça à un réseau de neurones qui utilise aussi des convolutions comme on a vu tout à l'heure. Puis, il va juste apprendre c'est quoi à partir des images, puis des annotations, qu'est-ce qui est une personne, qu'est-ce qui est une voiture, etc. Puis, après ça, le réseau peut réutiliser ce qu'il a appris pour, là, avec YOLO, c'est assez rapide pour faire en real time, détecter les personnes, détecter les voitures pendant qu'on bouge. Donc, ça, c'est la première approche. Puis, ça, c'est des bounding box qu'on appelle. Alors, c'est juste autour des objets qu'on essaie d'identifier. On sait c'est quoi la circonférence, le tour, le périmètre autour de l'objet. Mais on peut aussi aller dans une méthode qui est un petit peu plus demandante, comme ici, où est-ce que là, ce qu'on va vouloir faire, c'est de donner une valeur à tous les pixels de l'image. Donc, on appelle ça, c'est de la segmentation, de la semantic segmentation en COSI. Puis là, on voit que tout ce qui est en mauve, c'est la route, tout ce qui est en rose, c'est le trottoir, tout ce qui est en rouge, c'est les personnes, tout ce qui est en bleu, c'est les voitures, en vert, c'est le monde. Donc, comme on peut s'en douter ici, ben, il y a quelqu'un qui a dû annoter plusieurs images, qui a donné une valeur à tous les pixels pour donner un réseau. Donc, il y a une job derrière ça. C'est la grosse partie, mais ça marche comme on voit ici, je pense. Je me souviens plus c'est quel dataset, celui-là. Comme, bon, c'est pas très important, mais il se promène dans une ville, puis ça détecte quand même très bien, puis à 30 FPS, donc vraiment real-time aussi. Donc, c'est ça. Les avantages, ce qui est cool, c'est que c'est quand même généralisable puis réutilisable.
Donc, si je passe d'une ville de Toronto puis je m'en viens à Montréal, il y a des bonnes chances que ce que tu as fait entraîner là-bas va fonctionner ici. Puis aussi, comme on a vu dans les vidéos, c'est que ça marche quand même vraiment bien pour détecter nos objets assez bien sans avoir besoin de définir des objets précisément comme on faisait avec les couleurs, par exemple, pour les approches classiques. Mais il y a des désavantages aussi. Les réseaux, c'est des boîtes noires. Donc, on leur donne plein de données, sont annotées, puis il fait quelque chose, il apprend quelque chose qu'on n'est pas capable 100% de dire qu'est-ce qu'il a appris, puis il nous donne une sortie. Donc, ça devient dur de garantir le résultat de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être sécuritaire, etc., parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le réseau. Donc, ça, c'est un des gros désavantages. Comme aussi on disait, c'est ça, tu te retrouves, si tu veux entraîner un réseau, tu as besoin de beaucoup de données d'images. Donc, il faut que tu aies récolté un jeu de données pour ton cas à toi. Si vous voulez conduire dans la neige sur le campus, vous allez sûrement devoir aller prendre plusieurs données dehors à plusieurs illuminations, plusieurs temps de la journée, plusieurs précipitations. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir annoter toutes ces images-là. Donc, si vous y allez en segmentation, pixel par pixel, bien, vous allez devoir toutes les faire pour toutes les images. C'est vraiment une grosse job. Puis même si vous faites des bounding box, c'est la même chose. C'est une très grosse job aussi. Puis après ça, il y a le calcul. Alors, le temps que votre réseau entraîne, ça prend du temps. Puis ça prend des machines assez puissantes pour essayer de rendre ça pas trop mal, des cartes graphiques. Souvent, nous, au laboratoire, c'est ça, on doit investir dans les cartes graphiques pour essayer de sauver un peu de temps parce que sinon, c'est un des gros désavantages aussi des réseaux, c'est que ça prend beaucoup de puissance de calcul. Puis là, si on voit maintenant, un peu plus dans nos recherches, etc., qu'est-ce qu'on peut faire avec ces caméras en robotique avec ce qu'on a vu dans la présentation? Bien, ici, on avait au DARPA que François nous a parlé au premier séminaire ROS. Donc, ici, la cartographie est faite à partir d'un lidar, c'est juste pour montrer tout ce qui vient avec. Mais les caméras qui sont utilisées nous permettent aux téléopérateurs de savoir qu'est-ce qu'il y a autour du robot plus précisément. Comme on dit, les caméras, c'est plus instinctif pour un humain. Donc, c'est plus facile pour lui de dire, OK, il ne faut pas que j'aille là, il faut que j'aille là, j'ai un objet là, etc. Puis, on avait aussi un réseau de neurones qui détectait en temps réel des objets qu'on avait besoin de définir pour gagner la compétition, puis les localiser. Donc, c'est ça aussi la force du réseau, c'est qu'il trouvait les objets, il les identifie, puis il est capable de nous dire ils sont où dans la caméra. Puis, comme avec Ross, comme on parlait des TF au dernier, vu qu'on sait les objets sont où dans la caméra, on est capable de projeter tout ça dans la chaîne de TF, puis dire ben, ils sont là par rapport à mon robot ou sont là par rapport à ma carte dans le monde. Alors, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Ça, je pense qu'on l'avait vu, là, c'est ça. À un moment donné, il fait juste tomber puis il prie. Donc, c'est la joie des spots. Puis, plus proche de nous, ici aussi, on avait l'Université de Toronto qui font du Visual Teach and Repeat. Donc, le Teach and Repeat, la manière que ça fonctionne, c'est on se promène sur une route ou sur un chemin qu'on veut faire, on enregistre la carte et la trajectoire de l'environnement. Puis après ça, la fois d'après, on peut lui demander de juste se localiser puis de refaire le même chemin. Donc, c'est pour ça teach, puis après ça, on repeat. Puis, nous, au lab, on en fait, mais on le fait avec des lidars. Puis à Toronto, ils le font avec les caméras. Puis, on le voit ici de ce qu'ils font, le visual tracks. C'est comme le visual odometry qu'on parlait tout à l'heure. Donc, ils trouvent des points au sol, puis ils trackent le mouvement en fonction de comment le robot avance. Puis aussi, eux, ils ont une petite section plus particulière. Ils vont aussi faire du tracking multi-experience. Donc, ils prennent des datas qui ont été pris sur toute l'année, puis essaient de savoir sont où par rapport à les conditions qui étaient en mars, par exemple. C'est un peu particulier. Puis ici, un autre exemple cool des caméras, on utilise la caméra pour savoir est-ce que le chemin est facilement traversable ou pas. Alors, quand c'est vert, ça veut dire que oui, c'est facile à traverser. Si ça devient rouge, ça veut dire que c'est plus compliqué. Puis ça, on peut le voir ici. Des fois, on le voit ralentir un peu quand il arrive dans des sections jaunes ou rouges. Donc, c'est un cas typique aussi des caméras, savoir c'est quoi le type de terrain, puis est-ce que c'est traversable avec un réseau. C'est quand même facile de pouvoir sortir ça. Donc, ça fait pas mal le tour de la présentation. C'est ça, on a fait vraiment un gros review de ce qui sont les caméras. Puis qu'est-ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'on en utilise beaucoup, mais il se passe beaucoup de choses derrière les caméras. Puis c'est pour ça que si vous voulez en savoir plus, on a mis une petite liste de cours qu'on trouvait intéressants, qu'on a suivis, nous, dans notre parcours. Donc, il y a le cours de photographie algorithmique de Jean-François Lalonde que Jean-Michel a suivi. Donc, si vous avez des questions, vous allez pouvoir aller lui demander. Il y a le cours de vision numérique de Denis Laurando que moi, j'ai suivi aussi. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez aussi venir nous voir au lab, etc. Mais deux très bons cours. Puis le troisième aussi qui est donné par Philippe Giguère, qui est co-directeur du NordLab, puis qui est notre superviseur. Donc, d'introduction à la robotique mobile,
Ça, c'est moins comme juste sur les caméras comparativement aux deux autres, mais c'est quand même une partie cool. Puis on voit une espèce d'utilisation des caméras dans la robotique. Donc, c'est tous des cours qu'on vous suggère si vous avez la chance de faire dans votre parcours, puis qui seraient bons pour le vol aussi, pour vous aider. Donc, merci beaucoup. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.